Alors avant de commencer cette storynet, je préfère avertir, les détails qu'on va aborder dans cette affaire sont lourds. Sont lourds. Si vous êtes sensible, si vous avez du mal avec certaines choses telles que les sévices corporels qu'on peut infliger à une victime et tout, ne regardez pas cette vidéo. Ne regardez pas cette vidéo. Junko Furuta est une adolescente japonaise qui naît en janvier 71 dans la commune de Saitama. Au moment des faits, Junko a 17 ans, elle vit avec son père, sa mère et ses deux frères. Junko était scolarisée dans un lycée de Saitama et à côté elle travaillait 2 fois par semaine dans une usine de remodelage de plastique. Junko était décrite comme une fille studieuse, brillante, intelligente, pas le genre de fille qui fait des bêtises. Elle ne buvait pas, elle ne fumait pas, elle ne sortait pas avec des garçons, c'était vraiment école-maison. Et ça, Junko, elle le faisait parce que elle vient d'une famille très très modeste. Elle voit en l'école un moyen de changer de vie, un moyen d'offrir une nouvelle vie à ses parents. Alors elle est très sérieuse. Dans son lycée, Junko est une fille plutôt appréciée, même si le fait qu'elle soit intelligente et plutôt jolie suscite chez certains de la jalousie. Et dans tout ce beau monde qui l'apprécie, il y en a un qui l'apprécie plus que les autres. Il s'appelle Hiroshi Miyano, il a 17 ans et il aurait des liens assez étroits avec la mafia japonaise, les Yakuza. Mais ça, Junko, elle ne le sait pas à ce moment-là. Hiroshi Miyano, qui était considéré comme un tyran dans son lycée, était tombé sous le charme de Junko, qui était tout l'inverse d'Hiroshi. Je vous l'ai dit, elle est intelligente, belle, studieuse. Elle fait école maison. Hiroshi se prend pour un Yakuza. Il terrorise les autres. Il fume, il boit, il sort. Tout l'inverse de Junko. Et toutes ces tentatives pour attirer l'attention de Junko, ça a été un échec. Il met des mots dans son casier ou lui donne rendez-vous, mais elle reste indifférente. Il essaye de l'interpeller, mais elle ne répond pas. Et Hiroshi commence à mal le prendre. Il commence à le prendre limite comme un affront. Je vous l'ai dit, Hiroshi commence à mal le prendre. Et pour se venger du fait d'avoir été conduit par Junko, il va concocter un plan diabolique. Le 25 novembre 1988, après ses cours, Junko se rend comme elle a l'habitude de le faire 2 fois par semaine, à l'usine de remodelage où elle travaille. Après avoir fini, elle monte sur son vélo afin de regagner son domicile. Junko est sur la route quand soudain elle se fait renverser par un jeune homme qui prend la fuite directement après. Il ne s'arrête pas mais elle a quand même le temps de voir son visage. Et alors que Junko est sur le point de se relever, il y a une voiture qui s'arrête pile devant elle. La portière s'ouvre et elle reconnaît Miyano, ce jeune homme qui ne cesse de la courtiser depuis un petit moment. Il s'approche d'elle, lui propose son aide, et alors que d'habitude elle le recale, elle lui donne même pas l'heure, elle accepte. Pendant quelques secondes, Miyano y réfléchit. Et s'il arrêtait tout? Et si finalement il annulait le plan? Le problème c'est que la machine est déjà lancée. Alors il continue. Junko s'installe dans le véhicule de Miyano, pensant qu'il va la raccompagner chez elle. Ce qu'elle ignore, c'est que ce plan a été organisé il y a 2 jours, chez un ami de Miyano. Et qu'à partir du moment où elle a accepté l'aide de Miyano, sa vie a pris un autre tournant. Miyano, il fait semblant de prendre la direction de ses Junko et il s'arrête devant un entrepôt. Il fait le tour du véhicule. Je vous disais, Hiroshi Miyano, il fait le tour du véhicule et il fait sortir Junko de la voiture. Il la fait rentrer dans l'entrepôt et il sort un couteau de sa poche. Il commence à le passer sur son visage, sur son cou. Il dit à Junko qu'en réalité, il fait partie des Yakuza. Et que si elle refuse de faire ce qu'il lui demande, il la tuera. Junko, elle le supplie d'arrêter, mais il veut rien savoir. Il commence à la déshabiller et il la viole dans l'entrepôt. Après avoir violé Junko dans l'entrepôt, il la force à le suivre dans un hôtel. Arrivé à l'hôtel, il la viole une 2e fois. Ensuite, il contacte 2 de ses amis, Yasushi Watanabe et Joe Ogura. Il leur explique la situation. Il leur dit qu'il vient de kidnapper Junko, une fille de son lycée, et qu'il l'a violée. Que si les 2 acceptent de la cacher, ils pourront également la violer. Les 2 idiots acceptent. À 3h du matin, Miyano, Ogura et Watanabe ainsi que Junko se rejoignent dans un parc, non loin de l'hôtel. Ils sont rejoints quelque temps après par Minato. Et Junko, elle le reconnaît. C'est le jeune homme qui l'a renversé. Elle comprend tout. Les 4 garçons se mettent à entourer Junko et ils la menacent. Si elle essaye de fuir ou de contacter quelqu'un, ils tueront sa famille. Ils lui rappellent qu'ils font partie des Yakuza, la mafia japonaise. Junko est encore sous le choc de ce qu'elle vient de vivre. Elle est terrorisée. Alors elle hoche la tête. Après ça, ils prennent la route pour se rendre chez Minato. Arrivé à son domicile, il monte à l'étage et enferme Junko dans une chambre. Et puis il l'enferme. C'est le début de l'horreur pour Junko. Quelques heures après l'avoir enfermée dans cette chambre, ils reviennent et l'attachent. Et ils se mettent à la frapper à tour de rôle.
c'est un déferlement de violence. Coup de pied dans le dos, dans le ventre, ils ne s'arrêtent pas. Après l'avoir tabassé, ils s'en vont et reviennent dans la matinée. Et là, ils se mettent à la violer à tour de rôle. Après l'avoir violée à tour de rôle, ils brûlent son corps avec des cigarettes. Et comme la première fois, ils s'en vont et la laissent là. Les parents de Minato, qui vivent encore dans la maison à ce moment-là et alertés par les cris de souffrance et de détresse de Junko, essaient de voir ce qui se passe. Mais ils sont vite arrêtés par leur fils et ses 3 amis. Ils les menacent. S'ils essaient de pénétrer dans la chambre, ils se font tuer également. La fille à l'intérieur, c'est juste la petite amie de leur fils Minato. Donc il n'y a rien à craindre. Alors ils ferment les yeux et font comme si de rien n'était et ne préviennent pas la police. Ce qui aurait pu sauver la vie de cette jeune fille. Au bout de 2 jours, la famille de Junko se rend au poste de police afin de signaler sa disparition. La police se met activement à sa recherche, ce qui parvient rapidement aux oreilles de Miyano. Quand il apprend ça, il force Junko à téléphoner à sa mère. Il la menace. Soit tu le fais, soit on envoie les Yakuza tuer ta famille. On a ton adresse, donc fais attention à ce que tu fais. Alors Junko, elle contacte sa famille. C'est sa mère qu'elle a au bout du fil et elle lui explique qu'elle a fugué, qu'elle est avec son petit ami et qu'elle va se marier. Elle supplie sa mère d'arrêter de la chercher. Mais sa mère, elle sent que quelque chose ne va pas. Elle a à peine le temps de poser des questions à Junko que Miyano arrache le téléphone et raccroche. Mais après ça, c'est pire pour elle. Il l'utilise comme un punching ball. Quand elle a soif, il la force à boire son urine ou l'urine des autres garçons. Quand elle a faim, on lui fait manger des cafards vivants. Il la force à se masturber devant eux, pardon. Tellement je suis choquée, Donc il la force à se masturber devant eux. Il la force également à danser, à chanter pendant qu'il la frappe. Et ça pendant plusieurs jours. Les sévices de Junko vont s'intensifier de jour en jour. Plus le temps il va passer et plus ce qu'ils vont lui faire subir, ça va être inhumain. Quand elle va avoir ses règles, ils vont la laisser comme ça sans se changer. Et le soir, ils vont ramener des garçons pour la violer et la sodomiser. Ils vont également lui insérer des objets tels qu'une ampoule encore brûlante ou un feu d'artifice. Ils vont lui brûler le clitoris et le vagin à l'aide de briquets et de cigarettes. Avec une pince, ils vont lui arracher le téton gauche ou encore lui percer les seins avec des aiguilles. Je vous l'ai dit, on est dans la maison de l'horreur. Je vous l'ai dit, ce qu'ils lui ont fait, c'est inhumain. Je le rappelle, si vous êtes sensible, quittez. Parce qu'en fait, plus on va avancer dans cette affaire, et plus ça va être gore. Au bout de quelques jours, Junko, elle a commencé à perdre ses facultés mentales. Elle n'arrêtait pas de s'évanouir. Et pour la réanimer, il mettait sa tête dans un seau d'eau froide. Ces tortionnaires, ils n'ont eu aucune pitié. Même quand ils ont vu qu'elle tenait plus, ils ont continué. Et ce, jusqu'à la tuer. Mais on y arrive. Les garçons, lors des agressions sexuelles, faisaient également intervenir d'autres garçons. Et un jour, il y a un de ces garçons qui va raconter ça à son frère. Choqué, il va tout de suite prévenir ses parents. Ils vont contacter la police. Lorsque la police va se rendre chez Minato, elle va tomber sur les garçons, mais très sereins. Ils vont même inviter les policiers à rentrer au domicile afin de vérifier que tout se passe bien. Face à leur attitude sereine, les policiers décident qu'il n'y a rien à regarder en fait. Ils ont l'air totalement normaux. Alors ils ont fait demi-tour. Et le calvaire de Junko, il a continué. Début décembre, les tortionnaires de Junko s'absentent pendant 3 jours. Quand Junko, elle apprend ça, elle voit là une opportunité de s'en aller. Alors elle cherche partout dans la chambre, elle finit par tomber sur un téléphone. Elle contacte la police. Et au moment où elle arrive à les contacter, la porte s'ouvre. L'un de ces tortionnaires est rentré à l'improviste. Quand il voit Junko au téléphone, il raccroche immédiatement. Après avoir coupé le téléphone, il appelle ses amis qui rentrent directement. Lorsqu'ils arrivent, ils rattachent Junko, aspergent ses pieds et ses jambes d'essence et y mettent le feu. Ils prennent une bouteille en verre et lui introduisent dans l'anus. Junko, elle finit par tomber dans les pommes et comme pour eux, elle fait semblant, ils remettent le feu à ses jambes. Et finissent par la laisser là. Les jours d'après, pour continuer de la punir, ils la font dormir dans un congélateur ou sur le balcon. Je pense que vous l'avez compris. Plus le temps est passé, et plus ils étaient cruels avec Junko.
Elle les a suppliés de la tuer, mais préférait la garder en vie afin de la torturer. La violence a été telle que Junko a perdu le contrôle de la vessie et des intestins. Elle s'urinait dessus. Lorsqu'il mettait de l'eau ou des aliments dans sa bouche, elle vomissait automatiquement. Au bout de 40 jours, elle était méconnaissable. Elle avait le visage tuméfié, la mâchoire cassée, le nez rempli de sang, le corps couvert de plaies qui faisaient que s'infecter. Et il y avait une odeur de putréfaction qui se dégageait de son corps. Malgré ça, ils n'ont pas eu pitié. Ils ont continué. Ils ont tellement défiguré Junko qu'ils avaient perdu tout intérêt sexuel à son égard. Et comme c'est des fils de pute, ils ont décidé de kidnapper une autre jeune fille de 19 ans et de la violer en réunion. C'est ce qu'ils ont fait. Mais après qu'il l'ait violée, la jeune fille elle a réussi à s'enfuir. Pensant qu'elle allait avoir peur et qu'elle ne parlerait jamais, ils ont continué à faire leur vie. Le 4 janvier 1989, les tortionnaires de Junko la forcent à faire une partie de mahjong avec eux. Je vous l'ai dit, à ce moment-là, Junko elle est déjà défigurée. Elle est déjà méconnaissable. Elle tient à peine debout. Mais elle arrive quand même à jouer. Et elle a le malheur de remporter une partie. Ces bâtards voyaient ça comme un affront. À ce moment-là, ça fait 43 jours qu'elle est retenue captive. Et le dernier jour qu'elle va passer vivante, en fait, j'ai même pas de mots pour vous décrire ce qu'ils lui ont fait. Je vous l'ai dit, ces bâtards voyaient ça comme un affront. Alors ils demandent à Junko de se mettre debout. Ce qu'elle fait tant bien que mal. Ils prennent un bâton et se mettent à frapper ses pieds. Ils frappent tellement ses pieds qu'elle finit par tomber au sol. Une fois qu'elle est au sol, ils prennent des haltères et les jettent sur son ventre. Ils se ressaisissent du bâton et se mettent à la frapper. Mais en fait, lorsqu'ils la frappent, Junko, elle est tellement, je vous l'ai dit, elle avait tellement de plaies infectées qu'il y avait du pus au niveau de ses mains et de ses pieds. Elle a commencé à saigner abondamment et le pus a commencé à s'écouler. Alors pour la frapper sans être éclaboussée par le pus et le sang, ils ont mis des sacs plastiques sur ses mains et ses pieds. Après avoir passé Junko à tabac une fois de plus, ils ont pris du kérosène, ils l'ont versé sur son corps et ils ont mis le feu. C'est comme ça qu'après 44 jours, le calvaire de Junko il a pris fin. Jusqu'au bout, elle a souffert, même c'est un petit mot. Jusqu'au bout, elle a agonisé. Ils n'ont pas laissé une seule seconde de répit. Lorsqu'ils se sont rendus compte que Junko était décédé, ils ont pris une couverture et ils ont roulé le corps dedans. Ils ont commencé à réfléchir. Il fallait absolument qu'ils se débarrassent du corps. Si quelqu'un apprenait ce qu'ils ont fait, ce serait la prison assurée pour eux tous. Alors ils ont pris le corps et ils l'ont mis dans une couverture. Enfin, ça je vous l'ai dit. Après l'avoir mis dans une couverture, ils l'ont mis dans un sac poubelle. Ils sont sortis, ils sont allés sur un terrain vague. Ils ont pris un baril et du ciment. Ils ont mis le corps de Junko dans le baril et ils ont versé du ciment par-dessus. Ils ont creusé un trou et ils l'ont enterré. Le 23 janvier 1989, la police arrête Joe Ogura et Hiroshi Miyano. Ils les arrêtent pour viol. Vous vous souvenez de la jeune fille de 19 ans qui a été violée puis qui a réussi à s'enfuir? Elle a porté plainte et elle les a désignés comme étant les agresseurs. Lorsqu'ils arrêtent Hiroshi Miyano et Joe Ogura, ils décident de faire une perquisition chez eux. Mais ils perquisitionnent également le domicile de Minato. Vous savez, ce jeune homme chez qui Junko était retenue captive. Et lors de la perquisition, ils retrouvent des effets personnels appartenant à Junko. Alors qu'ils sont initialement venus pour le viol de la jeune fille de 19 ans, ils commencent à faire le lien avec Junko. Et si c'était eux? Et si Junko avait été kidnappée par Hiroshi Miyano, Joe Ogura et Minato? La police commence à réfléchir à un plan. Et arrivé au commissariat, ils l'actionnent. Arrivé au poste de police, les policiers font croire à Hiroshi qu'Ogura a parlé, qu'ils sont au courant pour le meurtre de Junko. Et que s'il ne veut pas prendre une lourde peine, il ferait mieux lui aussi de commencer à parler. Ils se mettent à lui mettre la pression. Je vous l'ai dit, les policiers ont commencé à mettre la pression à Hiroshi Miyano. Alors il a tout raconté dans les moindres détails. Même où se trouvait le corps de Junko. Ils se sont rendus sur place
Et effectivement, ils ont déterré le baril dans lequel il y avait le corps de Junko, recouverte de ciment. En juillet 1990, le procès a lieu. Les 4 ont plaidé coupables. Hiroshi Miyano a été condamné à 17 ans de prison. Vous vous rendez compte? Comment c'est peu, 17 ans de prison? On va même pas débattre de ça parce que sinon ma tension elle va monter. Vraiment, ma tension elle va monter. Donc Hiroshi Miyano, il a été condamné à 17 ans de prison. Il a fait appel, on lui a rajouté 3 ans de plus. Sa mère, elle a vendu leur maison et elle a donné 50 millions de yens à la famille de Junko. Il a été libéré en 2009. Minato, lui, a été condamné à 5 à 9 ans de prison. Ses parents et son frère, qui étaient présents dans la maison lorsque Junko a été retenue captive, n'ont pas été condamnés, ils n'ont rien eu du tout. Et après sa libération, il est retourné chez sa mère, là où Junko a été retenue captive. Joe Ogura, qui avait 15 ans au moment des faits, a été condamné à 8 ans de prison, mais il est sorti en août 1999. En 2004, il a changé de prénom et il s'appelle maintenant Joe Kimiziku. Je sais pas si je dis bien ou bien Joe Kimizaku. De toute façon, on s'en fout, c'est un meurtrier. Enfin, c'est un violeur. Même si on l'appelle la merde, ça revient au même. Donc la merde a été condamnée à 8 ans de prison, mais il est sorti en août 1999, donc il a même pas fait 1 an. Et concernant Joe, sa mère qui a aussi touché que lui, lorsque son fils il a été condamné, elle s'est rendue sur la tombe de Junko. Elle a commencé à la profaner en disant que c'est de sa faute si son fils n'a plus de vie sociale, qu'elle a gâché leur vie. Bref, une famille de timbrés. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera la merde et pas Joe, la merde. Quant à Watanabe, lui, comme Minato, il a été condamné à 5 à 9 ans de prison. On n'a pas plus d'informations à son sujet. Vous l'aurez compris. Les tortionnaires de Junko sont aujourd'hui libres. Certains ont refait leur vie. Certains sont sortis, ont refait des bêtises et sont retournés en prison, comme Minato. D'autres ont eu une nouvelle vie, comme Joe, la merde. Et Hiroshi Miyano, le pire de l'histoire. Enfin, les gars, c'est des... Mais Hiroshi Miyano, la tête pensante de tout ça, aujourd'hui, il est libre. Junko Furuta a reçu près de 800 coups et a été violé plus de 400 fois. Ils lui ont fait la misère. Pendant son enterrement, la tristesse était présente, mais la colère aussi. Les gens ne comprenaient pas pourquoi les agresseurs avaient d'aussi faibles peines. Il a été libéré en 2009, Hiroshi Miyano. Junko, elle ne va plus jamais revivre, elle. Pour moi, ce genre de truc, c'est la prison à vie. Il n'y a même pas de débat, enfin bref. Vous l'aurez compris, pour Junko, accepter l'aide de Miyano, ça a été signer sa fin. Cette pauvre jeune fille s'imaginait pas une seule seconde ce qu'il allait lui faire. Fin de la story net. The family matter and the truth of the matter. Here was God's plan to show y'all the liar.